Bienvenue à l'émission Introspection, une émission qui nous permet de mieux découvrir le savoir-être de personnalités emblématiques. J'aurai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Chiara Corazza, qui figure parmi les 100 femmes les plus influentes de la planète. Polyglotte, elle est incontournable au G7, au G20. Suivez-moi et nous allons la rencontrer tout de suite. Chiara Corazza, bonjour, je suis absolument ravie de vous accueillir dans mon émission Introspection. Comme vous le savez, aujourd'hui, on va essayer de faire un entretien un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de vivre. On vous connaît, mais est-ce qu'on vous connaît si bien que ça finalement? Est-ce qu'on connaît toutes ces valeurs qui vous habitent, toutes ces actions que vous menez? Vous êtes une citoyenne internationale, vous avez une connaissance de multiples langues, vous avez une double nationalité. Donc on va commencer cet entretien en parlant de vous, enfant, bébé. Où êtes-vous né? Merci beaucoup, Lucille de Jonker. C'est vrai que j'ai l'habitude de parler beaucoup sur la scène internationale, mais pas de moi, parce que c'est vrai que c'est pas ma nature de vouloir m'exposer ou de prendre les lumières. Mais je vous suis très reconnaissante parce que je crois que c'est important aussi de connaître ce qu'on porte, ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire de façon très personnelle. Donc j'aime beaucoup cette idée de quelque chose d'intimiste. Effectivement, très différent. Alors, je vais vous dire, j'étais très gâtée par la vie. Je suis née un 4 décembre sous la neige, sous les collines de Parme. Parme qui est une ville où la liberté, la démocratie, le sens de envie de conquérir le monde a toujours été très forte. C'est des gens libres qui n'ont jamais été esclaves et où peut-être que je respirais depuis que j'étais petite cette envie, effectivement, de pouvoir porter les valeurs auxquelles je tiens. Vous êtes 3 sœurs, et 3 sœurs qui sont vraiment toutes pas banales, avec des parcours assez incroyables, et toujours ce don, enfin, cette envie de vouloir aider l'autre. Il y a bien une histoire d'éducation derrière, non? Alors, on est 3 sœurs, un frère, qui est arrivé le dernier, après, dont j'étais un peu la mère, parce qu'on a 9 ans d'écart, et c'est vrai que je me suis beaucoup occupée de lui, parce qu'il était très fier de dire que sa maman était jeune et jolie, qu'il allait venir chercher à l'école avec la voiture décapotable. Donc, j'étais une mère bis, très populaire chez mon frère, et encore maintenant, j'ai toujours ce sens vraiment de quelque chose de différent vis-à-vis de lui. Alors qu'avec mes sœurs, toutes les 3, c'est vrai que depuis qu'on était toutes petites, on avait envie de changer le monde, on avait envie de soulever les montagnes, on avait envie de se rendre utile, et chacune l'a fait à sa façon, dans des pays différents, mais toujours animée de cette force, de cette énergie qui dit « on a beaucoup reçu ». Il faut qu'on give back to the community, il faut qu'on répare les injustices, il faut qu'on essaye d'apporter vraiment quelque chose que nous pouvons faire parce qu'on a eu beaucoup, y compris, vous parlez de langue, d'éducation, de possibilités. De valeurs. Donc, mettons tout cela au service des gens qui en ont vraiment besoin. Vous avez transmis ces valeurs à vos enfants? Oh oui, bien sûr. Ça Absolument, mais mes enfants, dont je suis très fière. Et d'ailleurs, je voudrais dire aux auditrices, surtout plus jeunes, vous savez, vous pouvez faire beaucoup de choses dans la vie. Vous pouvez travailler 24 heures sur 24, et vous pouvez voyager énormément. C'est que mon cas, j'ai travaillé dans 80 pays. Et avoir des enfants qui ne se sont pas abandonnés, qui ne se sont pas laissés de côté parce que la mère travaille. L'important, c'est de leur dire, leur partager ce que vous êtes en train de faire, leur faire sentir fiers que si maman n'est pas là, c'est parce qu'elle fait quelque chose de bien pour d'autres. Et chaque fois, partager avec eux. Et je crois que c'est ce qui est important. Et ça, c'est un message auquel je tiens beaucoup parce que je connais beaucoup de jeunes mamans qui disent « Ah, mais vous comprenez, si je passe beaucoup de temps sous le travail, mes enfants vont souffrir. » Vous savez qu'actuellement, j'avais fait faire un sondage qui m'a beaucoup frappée. 53 personnes, des hommes et des femmes des pays du G7 pensent que c'est impossible d'être une bonne mère et faire carrière. 53%, et on est en 2024. Mais on va parler du G7 tout à l'heure. Et je voudrais dire ça parce qu'il n'y a rien de plus beau que les enfants, notamment les filles, disent « Maman, tu sais, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, maman, tu sais, qu'est-ce que je suis fière de ce que tu fais ?» Vous n'avez jamais eu la culpabilité d'être absente dans des moments importants? Non, parce que moi, je suis convaincue, et ça vraiment, c'est le temps. Mes enfants savent que du jour au lendemain, j'aurais tout laissé si vous avez un problème. Si j'aurais un enfant malade, si j'avais un enfant qui avait besoin, ou mon mari, pareil, j'aurais tout laissé du jour au lendemain. Moi, je n'ai jamais travaillé pour moi. Je travaille pour de belles causes. Et si la belle cause était m'occuper des miens, je l'aurais fait. Donc, ils le savaient, ils le sentaient,
Mais en même temps, vous savez, si vous le racontez, je vous donne un exemple, moi je me rappellerai toujours, mes enfants étaient tout petits, j'allais beaucoup à Madagascar, parce que Madagascar faisait partie d'un des pays que j'avais choisi, pour lequel la région Île-de-France, où j'étais directeur des affaires internationales, avait un programme d'aide au développement. Et je me rappelle, je suis arrivée une fois dans des conditions que je ne vous raconte pas, juste après 2 cyclones, Daisy et Giralda, qui avaient détruit l'île. C'était 92, mais détruit l'île. Évidemment, nous, on avait une coopération, tout le monde disait comment refaire les routes, comment refaire le truc et ça. Et moi, je les vois, les enfants, dans la boue, peste et choléra. Hein. Peste et choléra, je veux dire, c'était pas, je prends quelques petites bactéries, hein. C'était vraiment, vraiment dangereux. Et je demande, mais pourquoi ils sont tous dans la rue? Eh bien, parce que les 27 lycées de la ville sont tous détruits. Donc, je rentre d'Ardar, je convainc le conseil régional à voter un programme pour reconstruire, on était en février, je voulais absolument qu'en septembre, ils puissent aller à l'école. Et j'ai réussi. Mais chaque fois que je racontais à mes enfants que je devais à Madagascar pour ça, ils me disaient, mais alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et quand je leur racontais qu'eux me disaient, vous savez, madame, je vais être la meilleure de la classe parce que maintenant que vous nous avez donné un moyen pour faire, je dis à ma fille et à mon fils, vous avez, eux, ils n'ont rien, même pas des murs. Vous êtes Henri IV à Stan. Vous avez notre responsabilité. Donc, c'était très éducatif. C'était très bon pour eux. Pareil, quand je voyais les gamines dans les rizières au Vietnam, on pense toujours que le Vietnam, c'est un pays chaud. Je peux vous dire qu'à Hanoï, en décembre, quand le vent arrive directement de Sibérie, vous voyez ces filles grelotter avec les pieds nus. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur donne une chance. Moi, j'ai créé là-bas l'école technique l'école supérieure des techniques informatiques, ayant en tête que ces filles des rizières pourraient étudier l'informatique et avoir un travail ailleurs. Et quand je racontais à mes enfants, je peux vous dire que ça les stimulait. Donc, c'était une bonne façon pour eux de dire, voilà, maman ne voyage pas. Maman, quand elle va quelque part, fait quelque chose qui est bien pour d'autres enfants que nous sommes. Et vous, Chiara, qu'est-ce que ça vous apporte de ce sentiment d'utilité écoutez, moi, quand vous regardez dans la glace le matin, il y a quoi? Il y a une satisfaction, une joie? Je n'imagine pas une Chiara Corazza qui tous les soirs ne se couche pas en disant « aujourd'hui je fais quelque chose d'utile ». Sinon, c'est pas moi. Donc, c'est pas que ça m'apporte, c'est moi. C'est ma façon d'être. J'ai toujours été motivée par ça. Ça a un lien avec le catholicisme que vous prenez? J'étais certainement éduquée de façon extrêmement privilégiée. J'étais très bien éduquée, avec à disposition énormément de livres, de possibilités. On m'a donné beaucoup de possibilités, il fallait les saisir. Et si vous voulez, je suis certaine que le fait que j'ai été éduquée dans le sens « aimez-vous les uns les autres », que l'amour, la générosité, le don de soi était quelque chose qui correspond aux valeurs du catholicisme, certainement ça vous a impacté. Non, c'est-à-dire, je sais qu'il y a un but dans la vie. C'est-à-dire, je ne suis pas orpheline de quelque chose. Je sais qu'il y a un but dans la vie. Et peut-être que ça peut être d'autres religions. Hein. Ça peut être d'autres religions qui ont la même chose. Mais c'est cette conviction qu'on n'est personne si on n'est pas les autres. Mais bien probablement, vous avez raison, de mon éducation catholique dans laquelle j'étais... On va passer à un autre sujet tout de suite, car votre vie est dense et riche. À tout de suite. Chiara, est-ce qu'on peut dire que les fées se sont penchées sur votre berceau? Est-ce qu'on peut dire que vous avez de la chance? Est-ce qu'on peut dire que vous avez une énergie hors du commun? Qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Les fées se sont penchées sur mon berceau. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai aussi su saisir la chance, saisir les opportunités. C'est le fameux libre arbitre. Oui. Alors, comment ça se passe? Vous avez 17 ans, vous êtes en terminale ou en première Terminale. J'ai fini mon bac à 17 ans et j'ai eu une opportunité unique, c'est-à-dire que la directrice de l'école m'a demandé tout simplement d'enseigner l'allemand, puisque c'était ma langue maternelle, dès la 4e à la terminale. Et dans ces cas-là, je n'avais aucune vocation pour être prof, mais vous passez de l'autre côté de la barrière avec vos anciens profs et vous vous dites c'est un challenge. Parce que moi j'étais d'une timidité maladive et le fait de devoir enseigner à des jeunes, quelqu'un qui était plus âgé de moi d'ailleurs, parce que moi j'étais très jeune. Et donc si vous voulez, c'est vrai que c'était un vrai challenge, mais en même temps, j'ai poursuivi ce qui m'intéressait moi, c'est-à-dire devenir journaliste. Parce que j'étais convaincue qu'avec la plume, avec des éditoriaux grinçants, très forts,
on pouvait changer le monde. Et vous êtes devenue journaliste. Donc, j'ai commencé au Daily American, ce qui était un combat, et puis je me suis battue pour entrer au Globe, dont j'ai vu vraiment la naissance. Et je dois dire, j'ai eu la confiance d'hommes qui ont cru en moi. On était 2 femmes au Globe, une qui est devenue une grande journaliste, et moi qui étais beaucoup plus jeune. Et j'ai pu travailler avec les plus grandes signatures. J'ai pu... Ils vous ont mentoré un petit peu? Ils vous ont aidé? Non, ils ne m'ont pas mentoré. C'était moi qui... Je voulais absolument me rendre utile avec eux, donc je faisais tout pour faire en sorte qu'ils m'apprécient. Et j'ai une fois une idée géniale, c'est-à-dire que j'ai demandé à faire des portraits des grandes personnalités de l'époque comme personnes humaines. Et ça ne se faisait pas. Nous, c'est un journal économique international. Moi, j'étais au desk de l'économie de l'international. Il n'y avait pas de faits divers. Et j'ai proposé de faire le premier portrait de Margaret Thatcher en sachant que si je le faisais, j'aurais droit à la signature, parce que je n'avais pas le droit de signer, je m'étais cessée, c'était déjà un miracle. Moi, je traduisais les dépêches de l'AFP, je mettais en forme les trucs de Reuters, ou d'Amérique latine, je suivais la guerre des Malvines, parce que je parlais bien espagnol. Donc, c'était grand reporter. Sur place. On ne m'a pas laissé partir. Alors, ça, c'était une de mes grandes frustrations. Lucille de Jonker. Il y avait un bateau italien avec les militaires italiens qui partaient au Liban en 82, en plein guerre du Liban. Et moi, je me suis portée volontaire. Et mes parents m'ont dit, bien sûr, Chiara, tu connais tout le monde au Liban, tu as plein de copains, etc. Et le directeur m'a dit, trop blonde, trop jolie, trop jeune, dans l'ordre. Je lui ai voulu, je ne lui ai pas parlé pendant une semaine, alors que ce directeur... Ce sont peut-être des mots qui ont résonné en vous et qui vous ont donné. Et je me suis vengée. Ouais. Je me suis vengée, très vite. J'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. 3 jours après cette affaire du bateau, à minuit, on avait vous savez, à l'époque, c'était des fax. On reçoit la dépêche qui nous dit que le Belgrano, donc le bateau amiral argentin, coule. Vous savez qu'en Argentine, tout le monde a hissé Madame Thatcher, tout le monde est côté argentin, bien entendu. Donc, je me dis, tiens, c'est la fin de la guerre. Mais je n'avais pas le droit d'aller en typographie. Vous savez, c'est les typographies, on changeait les petits trucs à la main, c'était 82. Je suis descendue sans demander l'autorisation de personne, c'était 1h du matin, j'ai appelé personne. Je suis descendue, on dit il faut changer la première page. Il faut mettre la photo du Belgrano qui coule en disant vers la fin de la guerre. Et lui, il m'a dit, mais vous avez l'autorisation? J'ai dit oui. Audace. Le lendemain, on était l'unique journal en Europe, même pas les Anglais, qui avait la nouvelle que la guerre était vers la fin. Et après, donc, j'ai demandé de faire l'interview de Margaret Thatcher. Je suis allée chez elle à Downing Street. J'ai eu le droit, pendant 1h30, Margaret Thatcher qui m'a montré comment elle faisait les œufs le matin, etc. Et j'ai pu signer mon premier article en montrant que c'était une femme humaine, que c'était quelqu'un de tout à fait normal, et que cette dame de fer tellement haïe en Italie avait une famille, des enfants, etc. Parce qu'on ne parlait jamais de ça. Et justement, ça me fait penser à une chose. Pourquoi vous avez quitté l'Italie? On est ravis de vous accueillir en France. Moi, j'adorais travailler au Globe. J'étais vraiment en train de faire une carrière brillantiste. Eh bien, c'est par amour. Je suis juste tombée amoureuse. Vous êtes tombée amoureuse d'un Français. D'un Français. Et maintenant, ça fait 40 ans que nous sommes mariés. Je suis en France. Et alors, vous arrivez en France, vous faites quoi? Alors, j'ai fait quelque chose de très disruptif. Je commence à dire, moi, je ne veux pas m'appeler Madame Poujade. Mon beau-père était Robert Poujade, un grand monsieur, le Premier ministre de l'Environnement en France, député, président du Conseil régional de Bourgogne, maire de Dijon, personne pour laquelle j'avais une estime pas possible, ami du général, ami du numéro. Mais moi, je ne voulais pas être la pièce rapportée. Et puis, je ne voulais surtout pas que mon mari fasse de la politique. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, à Dijon, non. Moi, Madame Poujade, non. Bien sûr que je suis mariée, hein, mais je veux continuer à me débrouiller toute seule. Donc, indépendante. Ça ne se faisait pas en 84. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'étrangers qui venaient en France et qui ne prenaient pas le nom de son mari en France à l'époque. C'est clair. Et c'était en plus un geste indépendant et courageux, parce que bien entendu, quand on arrive en France sans connaître personne et qu'on tenait la belle-fille d'eux, ça vous ouvre toutes les portes. Mais l'indépendance, c'est ce qui vous caractérise. Donc Absolument. après, vous êtes parti sur de multiples projets. Est-ce qu'on peut parler de ceux qui vous ont vraiment marqué? Écoutez, moi j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont vraiment marquée, pour lesquelles je suis très fière. Je crois que quand j'étais à la région de France pendant 17 ans, j'étais directeur des affaires internationales, je crée Métropolis, l'association internationale de grandes métropoles. Je crée la coopération internationale dans le sens Pékin, Tokyo, Moscou. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie des citoyens dans ces pays? Je me rappelle toujours le gouverneur du Caire qui m'a dit « Chiara,
Tous les jours, on a 1500 personnes qui arrivent au Caire. Moi, j'ai pas d'eau, j'ai pas de déchets à gérer, j'ai pas de logement. Qu'est-ce qu'on fait? Donnez-nous des clés, vous qui êtes une ville du Nord, vous qui êtes la région de France, une des plus riches du monde. Aidez-nous. Et donc, j'étais animée par cet esprit des transferts des savoir-faire, avec les grandes entreprises, bien sûr, françaises derrière, donc c'était aussi du business, bien entendu, mais ça partait quand même d'une idée très généreuse, toujours, de dire comment on peut éviter aux villes du Sud, aux grandes métropoles où vivent les gens. On était au temps des métropoles, au temps de la décentralisation, au temps où les gens venaient des campagnes dans les villes. Il fallait leur donner des... Et donc, si vous voulez, c'était passionnant. Et j'ai pu monter des accords absolument incroyables avec Hanoï, avec des pays incroyables. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'impact qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que c'est qu'on pouvait faire... ce pouvoir-là de pouvoir agir comme on pouvait créer des écoles. On pouvait sortir les filles des rizières au Vietnam pour leur donner de quoi s'éduquer. On pouvait travailler au moment de la fin de l'apartheid à Soweto pour faire en sorte que ces gens puissent vivre différemment. On pouvait aussi, bien entendu, faire quelque chose dont je suis absolument fière, donner de l'espoir à des gens. Par exemple, au Liban, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Au Liban, au moment de la fin de la guerre en 92, on a parlé directement avec le président Harawi. Et dans tous les projets qu'il y avait pour la reconstruction du Liban, celui qui mettait le plus cher, c'était le bois des pins. Parce que je connaissais bien Beyrouth, 35 hectares au cœur de la ville. J'avais en tête les images des femmes avec les poussettes et des amoureux qui s'embrassent dans les bancs. Eh bien, c'est un no man's land au milieu de rien, avec les bombes. Si la région de France, c'est-à-dire si on ne l'avait pas pris en main nous, ce serait maintenant construit partout. Et les Libanais n'auraient plus un parc au centre de la ville où pouvaient vivre. Ça, plein d'autres choses. Moi, je suis très fière. On a reconstruit tout le lycée à Tananarive après les cyclones. On a fait des choses vraiment bien et j'avoue que c'était une grande satisfaction. Et l'autre grande satisfaction, beaucoup plus tard... Et Chiara, on va parler du G7, du G20, où là, vous avez eu de multiples satisfactions. Alors ça, c'est plus pour les femmes. Et on va arriver à ce sujet tout de suite. Merci. Chiara, félicitations pour toutes ces actions liées à l'intérêt général. Et maintenant, on va parler d'un sujet qui m'est cher, à savoir les femmes. Vous êtes extrêmement engagée, vous avez fait énormément de choses pour les femmes et d'ailleurs vous êtes notre représentante au sein du G7 et du G20. Est-ce qu'on peut en parler? Très volontiers, parce qu'en fait les femmes, c'est quelque chose qui m'est venu spontanément. Je me suis toujours appuyée sur les femmes pour être efficace et pour réussir. Partout dans les pays où j'ai voulu faire avancer les choses, automatiquement, je me suis retrouvée avec des femmes qui devenaient complices, solidaires, amies. J'ai des amis dans le monde entier avec lesquels on est resté depuis des années et des années en contact parce que justement, on a des biens communs. Alors, moi, je ne suis pas une vraie féministe comme on peut l'entendre parce que je considère que tout cela doit être fait de façon harmonieuse, les hommes et les femmes. Ah, ben absolument. Et quand on m'a demandé d'aller prendre les rênes du Women's Forum en 2017, je me suis demandé, mais pourquoi moi? Et je me suis dit, en fait, parce que je pense que ce n'est pas une question de genre. C'est parce que moi, ma contribution va être de faire en sorte que les femmes soient là où le monde en a le plus besoin. Tout ce qui est intelligence artificielle, changement climatique, les women in tech, l'accès au capital pour pouvoir faire des choses, parce que c'est avec l'argent qu'on peut mener des projets. Bien entendu, tout ce qui est aussi la justice, pour que les femmes puissent réunir. Mais c'était plus, pas pour protéger et aider les femmes, c'était plus pour que les femmes jouent pleinement le rôle. Vous savez, on est en train de vivre une polycrise incroyable. Dans tous les domaines, on a besoin de tous les talents. Moi, je dis toujours dans mes interventions, quand un général veut gagner la guerre, il fait appel à tout le monde. Et nous, on laisse de côté moitié de la planète. C'est juste du gaspillage. Donc, c'est ça qui m'anime. Et c'est ça que j'ai toujours essayé de faire en sorte que les femmes puissent avoir les mêmes opportunités, les mêmes occasions que les hommes pour pouvoir, les mêmes compétences, les mêmes assets, les mêmes atouts pour pouvoir être là où je suis. Je me suis beaucoup occupée d'investissements internationaux et j'ai vu souvent comme les femmes avaient une vision à long terme pour investir, pour avoir des projets qui avaient un impact, peut-être plus que les hommes qui sont plus court-termistes. Et ça m'a beaucoup influencée. Et donc, c'est vrai, j'ai la chance, le privilège, de façon bénévole, je tiens à le dire, de représenter le secteur privé au G20. Et au G20, vous savez, on fait des choses très utiles. Le G20, c'est quand même 80% de la richesse du monde. C'est des pays très différents.
Mais je vous donne juste un tout petit exemple. Il y a 2 ans, c'était la présidence indienne. Et nous avons mis comme centre de tous nos travaux l'éducation STEM comme le catalyseur, comme le facilitateur de tous les leadership féminins. Vous n'avez pas un seul des métiers liés au futur. 85% des métiers, il faut les inventer. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont. Ni vous, ni moi, Lucille, savons de quoi il s'agit. C'est qu'on sait qu'ils sont liés à une éducation STEM. Donc, donnons aux femmes la possibilité d'être ingénieurs, d'être scientifiques, d'être dans la cybersécurité tellement importante, etc. Et ça, c'est le combat que je mène au niveau du G20, avec beaucoup de succès, parce que là, on a mis en place une plateforme, par exemple financée par la Fondation Gates, complètement gratuite, qui permet à n'importe qui, en 120 langues, de s'inscrire et apprendre à coder, apprendre à avoir une formation, etc. Donc, vous voyez, on fait des choses utiles. Au niveau du G7, par exemple, actuellement, c'est sous présidence italienne, je me suis concentrée sur quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Paix, sécurité sont liés aussi au rôle que les femmes peuvent jouer. C'est pour ça que vous mettez beaucoup en lumière les femmes politiques et vous encouragez les femmes à rentrer en politique. J'encourage beaucoup les femmes à rentrer en diplomatie, à être aux tables de négociation. Il faut qu'il y ait des femmes aux tables de négociation, en politique, parce que c'est là où on a le pouvoir de faire avancer les choses. Et écoutez-moi bien, je ne dis pas que les femmes sont meilleures que les hommes en politique, hein, comme en général. Je dis juste que il y a une approche souvent différente. Il y a quand même peut-être une vision plus humaine. Moi, je pense que le monde a besoin d'un leadership inclusif centré sur l'humain. Et donc, hommes ou femmes qui ont la même approche, c'est bien. Et donc, j'encourage les femmes à être là où elles ne sont pas encore. J'en connais de formidables qui font des choses magnifiques, mais souvent, les femmes n'osent pas y aller. Et alors, pourquoi elles n'osent pas, selon vous? Tout simplement parce que, vous savez, ce monde a été construit quand même par les hommes et pour les hommes. Donc, c'est toujours difficile de se faire une place au soleil, parce qu'on a encore beaucoup de stéréotypes, de rigidités, et c'est pour ça que je me bats, je reviens à ce que je fais au G7 au G20. Je crois que notre responsabilité, là où on a le pouvoir de le faire, c'est de créer un contexte favorable, c'est de sensibiliser. Moi, ma grande satisfaction, c'est quand je vois des chefs d'État, ou quand je vois ce qui m'arrive, parce que je parle beaucoup avec eux, ou des grands chefs d'entreprise, ceux qui peuvent être les locomotives pour porter les autres, qui écoutent, qui se disent « Tiens, je ne savais pas, je vais faire quelque chose ». Parce que vous n'imaginez pas comme les hommes sont bien intentionnés quand ils ont un vrai diagnostic et quand ils voient que c'est quand même un intérêt bien compris. Moi, vous savez, les hommes, je les prends par les sentiments. Je leur donne les chiffres. Regardez les performances d'une entreprise quand il y a plus de femmes dans la gouvernance. Donc, une loi comme la loi Rixain en France, qui est unique au monde, je tiens à le dire, nous sommes l'unique pays au monde qui a fait une loi pour faire des quotas dans les COMEX. Et je la porte partout parce que je leur explique, c'est des performances économiques. Et je suis très fière d'avoir fait signer plus de 30 CEO internationaux, hein, top, pas le numéro 1 en France ou le numéro 1 en Allemagne, internationaux. Pendant le G20 en Italie, je les ai fait signer une charte extrêmement engageante qui s'appelle Zero Gender Gap. Avec même promotion, mais vraiment engageante, hein, pas des quotas, mais bien pire. Et vous voyez ces gens, ces hommes, qui pour moi sont des champions, parce qu'au sein de leur boîte, ils n'attendent pas d'être obligés à faire des choses. Ils le font parce qu'ils considèrent que c'est bien pour la boîte, que c'est bien pour leurs clients, que c'est bien en général pour l'image qu'ils donnent. Je rappelle toujours à ces messieurs, parce que 92% des grands patrons mondiaux sont des hommes. Nous, on est quand même une toute petite minorité. Je rappelle toujours que 72% des personnes dans le monde considèrent que la gender equality et la façon dont vous investissez, donc le gender lens dans les investissements, fait partie de votre réputation et de votre image. Donc, une entreprise qui ne tient pas compte de ses clients et de comment attirer les talents dans l'entreprise, ne tient pas compte du gender equality, est juste suicidaire, parce que le monde est comme ça. Et n'oubliez pas les fameux 28 trilliards, que je répète toujours à tout le monde, qu'on pourrait avoir en plus dans le PIB mondial si les femmes et les hommes avaient la même place dans l'économie. Absolument. Et les femmes qui sont arrivées plus vite que d'autres à accéder à certains sommets, est-ce que vous pensez qu'elles aident suffisamment les autres femmes? Alors, ça, c'est une très bonne question. Moi, j'ai eu la chance et le privilège de connaître très bien Madeleine Albright. Et j'adorais ce qu'elle disait déjà il y a longtemps. Il y a une place en enfer pour les femmes qui ne s'entraident pas. Et malheureusement,
plus le pays est développé et plus je vois des femmes qui se disent « j'étais la première, j'étais l'unique, j'étais la meilleure, je veux la rester ». Donc il y a un travail à faire. C'est du travail à faire et je pense que c'est une question. Alors moi je les comprends, elles ont tellement eu du mal pour y arriver. Moi je viens, ça fait 47 ans qu'elles travaillent. Je vois le parcours qu'on a fait, combien on s'est battu, combien on a fait des choses titanesques pour arriver là où nous sommes. Donc elles se disent pourquoi moi je fais tellement d'efforts et les autres arrivent parce que nous on leur ouvre les portes. Donc je comprends, c'est humain. Par contre, qu'est-ce que ce serait mieux si on s'entraidait? Qu'est-ce que ce serait plus fort? Moi, toute ma vie, j'ai trouvé que c'était la plus belle satisfaction de pouvoir s'entraider. On va finir sur ce thème, sur cette très belle phrase, et on se retrouve tout de suite. Chiara, le mot de la fin, les conseils à donner à ces femmes qui nous écoutent pour qu'elles puissent épouser tous les métiers qui leur tendent la main. Osez. Soyez courageuse, soyez déterminée, croyez en vous-même, ne vous laissez pas influencer et soyez convaincus que vous pouvez apporter une grande contribution pour changer ce monde, notamment dans les filières du futur, dans les métiers du futur, qui sont ceux qui sont nécessaires, mais pas pour vous-même, mais pour l'humanité tout entière. Donc on ne parle pas que des métiers d'ingénieur, on parle d'autres métiers de la tech et des reconversions possibles. On parle de tous les métiers qui sont en cours de transformer le monde, que ce soit l'énergie, que ce soit la cybersécurité, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le climat. On a besoin de femmes dans le climat, dans le changement climatique. On a besoin de femmes dans les métiers de la santé. On a besoin de chercheurs. On a besoin de tous ces métiers qui façonnent l'humanité de demain et dans lesquels les femmes peuvent apporter une contribution précieuse et indispensable si on veut que ce monde soit humain, soit juste et soit agréable à vivre pour tous. Merci infiniment pour ces conseils que j'espère seront entendus.